Si vous avez déjà investi sur les crypto-monnaies, vous savez sûrement que les crypto-monnaies entre elles sont très corrélées. C'est-à-dire que lorsqu'une crypto-monnaie par exemple monte, en général, les autres crypto-monnaies montent également. Et c'est ce que l'on peut voir par exemple sur ce graphique qui vous affiche l'évolution du Bitcoin et de l'Ethereum sur l'année 2023 avec l'Ethereum en rouge et le Bitcoin en bleu. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, il n'y a eu que très peu de variations qui ont différé entre les 2 actifs. Et aujourd'hui, c'est vraiment sur quoi on va s'attaquer, faire des calculs notamment de corrélation, afficher des graphiques justement avec plusieurs courbes. Aujourd'hui, on va prendre un exemple concret de plusieurs crypto-monnaies à comparer entre elles afin notamment de faire par exemple des graphiques qui vont nous permettre de montrer en quelque sorte quelles sont les meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir, notamment avec un rapport rendement moyen sur volatilité. Donc je vous conseille aujourd'hui de vous accrocher pour cette nouvelle séance de la formation Python pour la finance. Bonjour à tous, moi c'est Tristan de la chaîne CryptoRobot et cette séance est dans le cadre de la formation Python pour la finance qu'on vous propose totalement gratuitement sur le site crypto-robot.com. Vous pouvez avoir accès à toutes les différentes formations. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la séance numéro 7 qui s'intitule Déverrouiller la puissance de Pandas et éviter les boucles, dans laquelle, comme on l'a vu rapidement en introduction, on va vraiment aujourd'hui se concentrer sur l'utilisation de Pandas, qui est une librairie très utile pour manipuler des données, notamment financières, comme on va le voir aujourd'hui avec des nombreux cours de bourse qu'on va s'amuser à comparer, à tester des corrélations et tout simplement essayer de trouver les meilleurs actifs possibles, notamment tout ça grâce à des graphiques que l'on va pouvoir afficher. Donc je le rappelle, pour suivre cette séance, il est grandement conseillé d'avoir vu les précédentes, hein, notamment ici on va forcément beaucoup se servir de la séance 5 et de la séance 6 qui était une introduction justement à la librairie Pandas sur laquelle aujourd'hui on va beaucoup creuser, et la séance 6 qui était une introduction à la librairie Matplotlib qui est vraiment une librairie dédiée pour les graphiques. Et aujourd'hui on va vraiment combiner la force de ces deux librairies pour faire des analyses complexes. Commençons tout de suite les choses sérieuses en créant un nouveau notebook sur VS Code. Donc pour ça, new file ici que je vais appeler formation Python 7 hop, .ipynb qui est l'extension des notebooks. Ici, on va tester que tout marche bien, par exemple, en faisant un petit print hello. Ici, cela s'affiche bien, donc on est tout simplement prêt pour lancer notre formation. Comme on l'a vu en introduction, on va aujourd'hui s'attaquer à un cas concret très rapidement. Et pour utiliser un cas concret, on va avoir besoin forcément des données associées. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer un cas concret dans lequel on va analyser le cours de bourse de 10 crypto-monnaies. Donc ici, je vous ai mis un lien pour aller récupérer sur le GitHub CryptoRobot directement le cours de bourse des 10 crypto-monnaies que j'ai sélectionnées. Donc ici, vous voyez, lorsque j'arrive sur GitHub, j'ai plusieurs fichiers, notamment par exemple btc-usdt.csv qui représente en fait le justement cours du Bitcoin dans un format CSV. Donc vous avez normalement déjà vu ces différents formats. Vous pouvez ici le télécharger par exemple en faisant enregistrer sous et le placer directement dans votre dossier. En effet, moi, si vous allez voir justement sur le dossier ici que je viens de créer, j'ai déjà les différentes crypto-monnaies, ADA-USDT.CSV, etc. On peut par exemple ouvrir justement le BTC. Donc vous voyez que c'est un fichier CSV avec 5 colonnes, date, open, high, low, close et volume. Donc la date justement du cours, le cours le plus haut, le cours d'ouverture pardon pour open, le cours le plus haut pour high, le cours le plus bas pour low, le cours de clôture pour close, et enfin le volume qui est le nombre de tokens qui a été échangé sur la période. Donc ici, nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est justement de charger ces différents CSV pour pouvoir les utiliser dans notre fichier Python. Donc pour ce faire, on va justement commencer par aller récupérer directement notamment les imports qui vont nous permettre de réaliser aujourd'hui notre code. Donc ici aujourd'hui, je vais vous proposer d'importer 3 librairies qui sont 3 librairies que l'on a vues déjà justement au cours des séances précédentes, notamment Pandas, Matplotlib et Seaborn. Donc Pandas, la librairie pour analyser les données, notamment pour charger justement les données, etc. Et Matplotlib et Seaborn sont 2 librairies qui vont nous permettre de faire des analyses graphiques, notamment de pouvoir sortir des graphiques, les personnaliser, etc. Donc on va commencer par créer une cellule avec nos imports et on va pouvoir continuer juste en dessous. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc pour ce faire, je vais définir une variable qui s'appelle CryptoList ici, qui est la liste justement de toutes mes crypto-monnaies. Donc là, vous pouvez voir les 10 crypto-monnaies qui sont ADA, BCH, BNB, BTC, ETC, ETH, Link, LTC, XLM et
XRP. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est justement qu'on va vouloir stocker ces différentes crypto-monnaies et pour ce faire, on va les stocker dans un dictionnaire. Donc, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler dflist qui sera notre dictionnaire qu'on va initialiser à un dictionnaire vide. Et ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est parcourir nos différentes cryptos. Donc, par exemple, on peut faire for crypto in cryptolist. Hop. Donc là, déjà, pour vérifier que ça marche bien, ce qu'on pourrait faire, c'est print crypto. Hop. Et là, déjà, on voit hein, que dans notre boucle avec notre for, on va justement parcourir chacune des crypto-monnaies de notre cryptolist et les afficher ici. Mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas les afficher à proprement parler, c'est plutôt stocker justement les cours de bourse dans des data frames, donc qui sont les objets de stockage, on va dire, de Panda. Pour ce faire, on va faire des flist de crochet crypto. Hop, donc par exemple, on va dire qu'on va associer justement le data frame de ADA à justement notre dictionnaire avec la clé ADA. Et en valeur, on va justement lui mettre notre data frame. Donc pour faire notre data frame, on va faire pd.readcsv. Hop. Et ici, on va mettre le nom du fichier CSV. Donc le nom du fichier CSV, ça sera toujours la crypto, ici comme on peut le voir ici comme ADA, et -usdt.csv. Hop, donc là, on peut normalement réaliser cela et là, à partir de ce moment-là, on a chargé justement tous les data frames, dans justement notre dictionnaire. Donc pour ça, on peut faire afficher notre dictionnaire par exemple et par exemple notre dictionnaire de BTC et ici, on récupère directement notre tableau qui correspond au cours du BTC. Si je veux maintenant récupérer par exemple notre tableau ETH, je fais dflist de ETH, ainsi de suite, vous avez compris, je peux faire par exemple dflist de ADA, cela marchera également très bien. Ici, quelque chose qui m'embête, c'est les dates. Comme vous le voyez, elles sont dans un format assez spécial qui est totalement illisible pour un humain. C'est le format Unix qui est le nombre de millisecondes depuis l'année 1970. Donc autant vous dire que là, c'est complètement incompréhensible. Le but va être donc justement de les transformer dans des dates compréhensibles par un être humain. Et de plus, on va les mettre en index qui va nous permettre par la suite de faire plus facilement des sélections sur les dates, etc. qui va être un gros avantage. Pour cela, j'ai récupéré le code sur notre site internet et ici donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va modifier la colonne date hein, en disant qu'on veut accéder enfin à l'objet, à la clé crypto de notre dflist et à la colonne date en lui disant que ça va être égal à pd2datetime justement de notre colonne date en unité millisecondes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre cette colonne en index. Donc par exemple maintenant, on peut réexécuter ce code est réaffiché par exemple notre ADA et cette fois comme vous voyez on n'a plus la colonne date, notre colonne date est passée justement dans ce qu'on appelle les index et surtout les dates sont maintenant très compréhensibles. Et qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs actuellement, c'est qu'on voit le nombre de données, on voit qu'on a 45 000 données, en effet on a les données heure par heure de l'ADA, ici de la crypto-monnaie ADA, vous voyez 4 heures, 5 heures, 6 heures, etc. C'est vraiment heure par heure depuis 2018, ce qui nous fait au total ici pour l'ADA près de 45 000 données et peut-être encore un peu plus sur des crypto-monnaies plus anciennes comme le Bitcoin ici où on a plus de 50 000 points de données. Comme on l'avait vu lors de l'introduction Pandas, une bonne pratique est de tout simplement analyser nos données pour voir si elles sont ce qu'on pourrait appeler propres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données manquantes ou des choses comme ça. Pour cela, on peut faire .describe. Donc ici, je vais par exemple décrire justement mon data frame du Bitcoin et on peut voir les différentes données, hein. Donc déjà, on voit les dernières valeurs. Donc on voit qu'on a exactement 51 409 valeurs pour toutes nos colonnes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de données manquantes à certains endroits. Ensuite, on a les moyennes, les quartiles, le minimum, le maximum, les différents quartiles. Là-dessus, on ne voit pas de données spécifiquement mauvaises. C'est assez intéressant. Déjà, ça peut nous donner quelques chiffres. On voit notamment que le prix maximum a été de 69 000 dollars et pile. Et on peut voir la moyenne du prix, hein, donc par exemple qui est de 20 000 dollars sur toute la période. Mais on ne voit pas de données vraiment qui ont l'air factuellement fausses. On a par exemple le minimum ici qui est 2870 dollars, mais ça semble pas déconnant. C'était à peu près le prix justement à la fin du bull run 2017, enfin plutôt à la fin plutôt du bear market de 2017-2018, où on a eu un prix justement qui allait toucher les 3000 dollars et un prix maximum pendant le bull run 2022 de pratiquement 70 000 dollars. Une autre bonne pratique est de vérifier ce qu'on appelle l'unicité des index. En effet, ici, j'ai mis en index mes dates. Le but va être de vérifier si tout simplement nous n'avons pas de date en doublon. Pour ce faire, on peut faire par exemple afficher dflist de BTC de alors, point index
n unique pour compter le nombre de valeurs uniques et on va la comparer tout simplement au nombre de valeurs totales de notre data frame. Donc pour ça, on va faire len de dflist de BTC. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a 51 383 valeurs uniques pour 51 409 valeurs au total. Cela veut dire ici qu'on a à peu près 26 valeurs qui sont des valeurs dupliquées de nos index. Et ça, on va vouloir éviter ça car en effet, si on a deux fois par exemple la donnée du 17 juillet 2017 à 6 heures, eh bien ça va être embêtant car il faudra choisir laquelle prendre et on ne voudra sûrement pas de ça. Donc pour ce faire, on va essayer de supprimer justement toutes les valeurs qui sont en doublon. Pour observer les valeurs en doublon, ce qui pourrait être intéressant de faire forcément, c'est qu'on va faire justement afficher tous nos index et on va faire la méthode .duplicated et on va notamment lui spécifier un paramètre en disant qu'on veut garder les derniers. Donc si on fait ça ici, alors voilà, j'ai fait une petite erreur apparemment, oui, c'est pas, c'est KEP, voilà. Ici, on ressort avec un tableau justement de false et de true potentiellement. Ici, on ne voit que les false car on ne voit que les 3 premiers et 3 derniers caractères. Mais ça, je vous l'ai déjà montré. Si vous voulez maintenant voir afficher les données associées, eh bien, il suffit d'utiliser la méthode .lock. Donc, on va faire dflist. Alors, attention, dflist de BTC, hop, .lock et on va tout sélectionner là-dedans. Et ici, on ressort justement toutes les valeurs qui sont en duplicata. En effet, on voit qu'on a deux fois la valeur à 14 heures justement du 3 août 2022, etc., etc. Vous voyez qu'on a, comme je vous l'ai dit, un peu plus d'une vingtaine de valeurs qui sont dupliquées. Et notamment ici, ce que j'ai utilisé quand j'ai dit keep égale last, ce que je précise dans ce cas, c'est dire que si j'ai deux valeurs, eh bien, je ne veux garder que la deuxième, hein. En effet, la première, je ne vais plus en avoir envie. Donc là, à chaque fois, j'affiche que les premières valeurs. Pour l'instant, ici, ce n'est qu'un affichage, mais il va être assez simple, par exemple, justement pour BTC, de supprimer ces valeurs. Donc pour ça, par exemple, on va faire duplicated data égale à cette liste directement. Alors pas .lock, on va faire juste ces index. Et ensuite, on va modifier notre justement data frame dflist de BTC en lui disant qu'on veut dflist de BTC et on va faire crochet et un petit symbole ici qu'on peut retrouver en faisant algr2 qui est ce qu'on appelle l'esperlouette ici qui est ce symbole et sur lequel on va pouvoir mettre nos index. Cela va nous permettre de dire que l'on veut garder toutes les valeurs de notre dflist de BTC sauf les index que l'on a eu ici. Et ça va nous permettre justement de modifier notre dflist de BTC en ne gardant que les index qui ne sont pas dupliqués. Par exemple, ici, on peut réafficher notre valeur juste au-dessus et là, on voit magie qu'on a le même nombre de valeurs d'index unique que la taille totale de notre ami ici, notre data frame, le Bitcoin. Et ce qu'on va faire donc maintenant, c'est au lieu d'appliquer ce petit check que sur le Bitcoin, eh bien, on va le faire sur toutes les paires. Pour ce faire, on a juste à rajouter au-dessus, ici, hop, nos deux lignes de code. Ici, on ne va plus mettre BTC comme cela, mais on va variabiliser cela avec crypto, qui était, je rappelle, la liste de nos différentes cryptos qu'on va parcourir. Hop, crypto, crypto, vous voyez, on enlève partout, on avait BTC en dur et maintenant on va la remplacer par une variable qui est justement la variable qu'on va parcourir au sein de notre liste et on va réexécuter cela et donc normalement maintenant, alors là on peut afficher toutes nos valeurs, hein, donc là on voit toujours qu'on a à peu près les mêmes choses mais ce qui est intéressant c'est de revoir cela, ici on voit qu'on a bien 51 383 valeurs sur le Bitcoin, que ce soit pour la taille ou que ce soit pour le nombre d'index uniques. Et on peut vérifier ça par exemple sur une autre crypto-monnaie comme ADA et on voit que c'est bien le cas. Donc ici maintenant, on a des données propres que l'on va pouvoir analyser et comparer entre elles afin de rentrer vraiment dans le vif du sujet qui est l'analyse. Comme on l'a vu, ici on a un dictionnaire avec justement toutes nos crypto-monnaies représentées sous forme d'un data frame. Cela veut dire qu'ici on a 10 crypto-monnaies, donc 10 data frames. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir toutes les crypto-monnaies sur le même data frame afin de pouvoir vraiment faire des analyses poussées et très rapides entre les différentes crypto-monnaies. Pour ce faire, on va créer un nouveau data frame qu'on va appeler DF par exemple, qu'on va initialiser à un data frame vide tout simplement, hein. Et ensuite, on va tout simplement faire comme on l'avait déjà fait, c'est-à-dire
faire parcourir nos différentes cryptos. Donc d'ailleurs, on ne va pas les parcourir parmi la liste, on va les parcourir cette fois parmi le dictionnaire, hein. Donc pour ça, on va faire for crypto in df list, 2 points. Pareil, on veut vérifier potentiellement ce sur quoi on va parcourir, on peut afficher. Ici, on voit qu'on va pas afficher nos différentes crypto-monnaies en fait. Pourquoi? Car faire un for dans un dictionnaire ici va nous parcourir justement toutes les clés de notre dictionnaire, hein. Les clés de notre dictionnaire, c'est justement les différentes cryptos qu'on peut retrouver par exemple en faisant point keys, je crois que c'est parenthèse, voilà. Ici, vous voyez que les clés de notre dictionnaire sont les différentes cryptos et donc c'est ici qu'on va les parcourir. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va associer justement, on va créer une nouvelle colonne pour chacune des crypto-monnaies, hein. Donc pour ça, on va créer la colonne qui va s'appeler tout simplement comme son nom et on va lui associer justement la valeur de notre data frame, mais pas notre data frame entier cette fois, on va lui associer la valeur du cours de clôture, car on va ne s'intéresser aujourd'hui qu'au cours de clôture qui représente justement très bien juste le prix d'un actif. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir les variations internes pour chaque heure, on ne va que avoir le prix final pour chaque heure, mais ça va déjà largement nous suffire pour faire pas mal d'analyses, mais on pourrait très bien également intégrer les différentes informations. C'est juste que ça va être un peu plus lourd si on fait cela. Donc ici, on affiche encore une fois nos différentes valeurs, et maintenant ce qu'on peut faire, c'est afficher directement notre data frame DF sur lequel, comme on le voit, on a maintenant un data frame avec pour chaque colonne une crypto-monnaie qui représente le cours de clôture de la crypto-monnaie associée, avec notamment également la date toujours en index, hein, avec on voit ici notre ADA, notre BNB, notre BTC, etc. On voit notamment que certaines crypto-monnaies n'ont pas de valeur au début, hein, vous voyez NAN pour not a number, et ça va être un peu embêtant, car forcément, nous, pour faire nos comparaisons, on va avoir besoin des valeurs de toutes les crypto-monnaies. Pour ce faire, hein, ici on voit qu'on a 45 000 lignes tout simplement, et pour ce faire, ce que je vous propose, c'est tout simplement de enlever les valeurs, les lignes où on a au moins une valeur nulle, on aura moins de données, mais en tout cas on aura vraiment des données de qualité. Pour ça, on peut faire par exemple df égale df.drop NA, voilà, comme ceci, pour justement en quelque sorte enlever les valeurs nulles. Et maintenant, je peux réafficher mon data frame et là, on voit que je n'ai plus que 31 481 lignes, mais par contre, cette fois, je n'ai plus aucune valeur nulle. En effet, hein, ma première date est maintenant du coup le 28 novembre 2019, mais à partir de cette date-là, j'ai les informations des prix de toutes les crypto-monnaies, hein, que ce soit ADA, BCH, BNB, BTC, ETC, ETH, Link, LTC, XLM et XRP. Et avec ce data frame, je vais pouvoir faire plein de super analyses qui vont vraiment nous permettre de mieux comprendre les différentes relations entre ces crypto-monnaies. La première chose par laquelle je vous propose de commencer, c'est d'afficher le cours des différentes crypto-monnaies. Pour ce faire, ici, par exemple, on pourrait directement, je vais récupérer juste cette partie. Ici, on pourrait, hein, comme on l'a déjà vu, par exemple, afficher seulement la valeur du, par exemple, BTC. Hop, ici, je vais remplacer ça par BTC. Hop, et ici, comme vous voyez, je peux récupérer directement le cours du Bitcoin, hein, qui est représenté ici justement, comme on l'a vu, depuis la première date qui est le 28 novembre 2019. Et ici, on voit le Bitcoin avec ses différentes évolutions de prix. On retrouve notamment le crash Covid en mars 2020 et on retrouve le bull run qui s'est fait en deux fois ici depuis début 2021 et le bear market, donc c'est-à-dire vraiment la forte période de baisse qu'on a connue depuis et le petit rebond qu'on est en train de vivre un peu en ce moment. Ici, cela n'est pas très intéressant car forcément maintenant on a un data frame avec toutes nos crypto-monnaies. Donc on pourrait maintenant, par exemple, en une seule ligne de code en plus, et bien tout simplement faire une boucle pour afficher justement le cours de toutes nos crypto-monnaies. Donc pour ça, hop, on va laisser call, on va indenter tout ça, hop, on va mettre à la ligne. Et ici, on va mettre justement for call in df.columns. Et ici, on suffit d'exécuter. Alors, pardon, columns n'a pas de parenthèse comme ceci. Donc ici, à ce moment-là, vous voyez qu'en fait, ici, je vais parcourir justement toutes les colonnes de mon data frame, hein, et pour chacune des colonnes, je vais afficher justement le graphique associé. Donc ici, on voit par exemple que ici, on est sur ADA, ici, vous voyez BCH. Donc vous voyez, les crypto-monnaies ont vraiment eu des comportements un peu différents entre elles, hein, mais c'est ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir vraiment, à proprement parler, quelles sont les ressemblances et quelles sont les différences entre chacune. Quelque chose donc qui est très intéressant, c'est les corrélations. Et
ce qui est super, c'est qu'avec Panda, vous pouvez faire des corrélations très, très simplement. Autant dire qu'il suffit de taper df.core, CO2R et parenthèse, et ici, vous allez recevoir justement un nouveau tableau avec les corrélations entre chacun des actifs. Et vous voyez que c'est instantané alors qu'on a pratiquement plus de 30 000 lignes. Et ça, je voulais insister aussi sur le fait que c'est vraiment la force de Pandas. Pandas, c'est basé sur la librairie NumPy qui est ce qu'on appelle du calcul matriciel. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme en programmation classique et comme on le fait souvent ici, faire plusieurs forts qui vont justement parcourir les différentes valeurs et à chaque fois faire des opérations, ici on va utiliser la force du calcul matriciel qui va justement être capable directement de multiplier par exemple une colonne par une autre ou des choses comme ça afin de gagner énormément de temps. Et là, vous voyez que cette opération, par exemple, qui me demande de calculer la corrélation entre les 10 crypto-monnaies, hein, vous voyez qu'il y a énormément de valeurs. En tout, forcément, il y a 10 fois 10 valeurs. Et bien, vous voyez que ça m'a pris même pas une seconde. Ça a été vraiment totalement instantané. Et ça, c'est très très fort. Donc ici, ce n'est pas très visuel, mais on peut quand même remarquer, alors forcément, on a une corrélation de 1 entre la crypto ADA et la même crypto ADA, ce qui est totalement normal et logique. Par contre, on peut remarquer par exemple ici que ADA a des très bonnes corrélations avec toutes les crypto-monnaies. Donc ça, c'est ce que j'ai dit en introduction. Forcément, les crypto-monnaies sont très corrélées entre elles. Et ici, c'est ce qu'on remarque. Mais par exemple, la crypto-monnaie avec laquelle elle a de moins de corrélation, c'est le Bitcoin Cash. Et celle avec qui elle a le plus de corrélation, c'est le XRP. Comme je vous l'ai dit, ça, ce n'est pas très visuel. Donc ce qu'on peut faire, c'est notamment réaliser un graphique comme celui-ci. Et vous voyez que c'est assez simple, notamment grâce à la bibliothèque justement Seaborn. Ici, il suffit de deux lignes de code. La première sur laquelle on va définir notre figure, hein, qui se définit ici comme un subplot, c'est un sous-graphique en quelque sorte, hein, et c'est tout simplement définir notre plage de notre graphique avec notamment la taille du graphique. Donc ici, j'ai pris 15,8 pour que ça soit assez lisible. Et ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle une heatmap. Et là, suffit de faire donc sns.heatmap. Et ici, alors je peux mettre juste df.core justement, c'est ce qu'on a vu juste au-dessus, et à note égale true. Et là, vous voyez que ça va nous sortir un beau graphique justement de corrélation avec notamment une couleur qui va de plus en plus vers le blanc lorsque c'est très corrélé et de plus en plus vers le violet, voire noir lorsque c'est très peu corrélé. En effet, ici on peut voir, hein, qu'on a plusieurs crypto-monnaies qui sont très corrélées entre elles. On peut notamment prendre le XLM et le Link qui sont corrélés à 96. Je ne sais pas si c'est la meilleure corrélation, mais ça a l'air en tout cas. Et on voit aussi assez vite la moins bonne corrélation qu'on a, qui est entre le BCH et le BNB, avec seulement entre guillemets 43 de corrélation. Ensuite ici, vous pouvez par exemple ici également faire cette corrélation que sur l'année 2023 grâce au point log. Vous pouvez faire df.log par exemple de l'année 2023 et là vous allez forcément avoir un graphique assez différent avec des corrélations qui changent ou là c'est assez intéressant, on a même des corrélations négatives, c'est-à-dire que les deux crypto-monnaies sont inversement justement corrélées, c'est-à-dire que par exemple pour BCH et BNB où on a une corrélation de moins 0,24, eh bien, cela veut dire que, par exemple, lorsque le BCH monte, le BNB baisse en général et inversement. Quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est que les corrélations en général ne sont rarement utilisées sur les prix. Pourquoi? Eh bien parce que en effet, si on utilise la corrélation sur les prix comme on vient de le faire, deux actifs qui sont globalement haussiers, on va dire, vont avoir souvent une très forte corrélation entre eux. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment savoir s'ils sont vraiment corrélés. Par exemple, ici, on a un graphique, on a des données heure par heure, c'est-à-dire que si une crypto-monnaie monte sur une heure, est-ce que une autre crypto-monnaie va également monter ou plutôt descendre? Et ici, pour ça, il faut mieux utiliser la corrélation sur les évolutions plutôt que la corrélation sur les prix. Donc, pour avoir les évolutions, on peut faire un nouveau data frame, par exemple, qu'on va appeler dfpct, va être égal à df.pct change, exactement comme ceci. Et ensuite, juste en dessous, on va afficher notre nouveau data frame. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un nouveau data frame ici qui ne représente plus les prix, mais qui représente à chaque période l'évolution par rapport à la valeur précédente. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le premier exemple, forcément à la première ligne, on a des valeurs, on se retrouve avec des valeurs nulles car en effet, on n'avait pas de valeur précédente avec quoi comparer. Mais ensuite, par exemple, ici pour ADA, on voit qu'on a 0,006 6216. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur
l'heure entre 10 heures et 11 heures, eh bien, on a eu une évolution de 0,6 et ainsi de suite. Ensuite, on a une baisse, de, 0,9, ainsi de suite et vous voyez qu'on a ça pour les différentes crypto-monnaies et maintenant, il nous suffit de refaire ce qu'on avait fait avec, par exemple, notre df.core si on veut afficher notre corrélation, sauf que cette fois, il ne faut pas utiliser df bien évidemment, mais df-pct et ici, on se retrouve avec notre corrélation. Encore une fois, ce n'est pas très lisible, donc on va plutôt utiliser, notre graphique. Ici, on va pas mettre sur l'année 2023, on va mettre sur toutes nos données et on ne va donc pas utiliser DF, mais DF-PCT et on va avoir directement notre graphique. Et là, forcément, on voit des corrélations qui sont un peu plus faibles et c'est normal, mais des corrélations qui restent toujours très très élevées, hein. On voit que je n'ai pas l'impression de voir une corrélation en dessous de 50%, c'est-à-dire que si on prend au point de vue global, en tout cas depuis fin 2019, nos données, eh bien les crypto-monnaies, les 10 crypto-monnaies sont très corrélées entre elles même si on voit forcément qu'il y en a qui sont plus corrélés que d'autres. Ici, on voit par exemple que la plus grosse corrélation est entre Bitcoin et Ethereum. Et à l'inverse, la moins bonne corrélation semble être justement par exemple entre BNB et XRP, où on en a peut-être d'autres à peu près équivalentes, mais on voit qu'on a beaucoup de 0,59, donc ça semble être celle-là. Et à partir de ça, ce qu'on peut s'amuser à faire justement, c'est essayer justement de d'observer ces corrélations, notamment de manière un peu plus concrète grâce à des, graphiques. C'est ce que je vous ai montré en introduction, par exemple. Ici, je vais directement récupérer ce code-là. Ça va être un peu plus rapide pour vous montrer ceci et je vais vous expliquer le code. Donc là-dessus, comme on l'a vu très rapidement en introduction, on voit le graphique, du Bitcoin en bleu et de l'Ethereum en rouge. Alors attention, il est très important à noter que les échelles ne sont pas les mêmes. En effet, on a l'échelle du Bitcoin qui est en bleu, vous voyez à gauche, et l'échelle de l'Ethereum qui est en rouge à droite. Mais ces échelles ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que même si on voit que les courbes sont pratiquement les mêmes sur Bitcoin et Ethereum, c'est possible que peut-être sur la période, Bitcoin ait fait plus 100% et sur la période, Ethereum ait fait plus 400%. Mais ce qui est très important, c'est qu'en tout cas, ils montent et ils baissent à chaque fois à peu près des mêmes amplitudes, justement par rapport à leur échelle. Car comme vous le voyez, hein, on a vraiment des graphiques qui sont pratiquement collés. Là, ça vraiment impressionnant, notamment pendant cette période de baisse où on ne discerne pratiquement plus la ligne bleue qui est cachée derrière la ligne rouge, hein. Donc là-dessus, c'est assez impressionnant. Pour le code, ici, hein, comme je vous l'ai dit, on l'a fait vraiment sur l'année 2023. On pourrait le faire justement depuis le début, hein. On devrait voir quelque chose cette fois, vous voyez, d'un peu différent. On voit un peu moins de corrélation sur justement que sur justement depuis 2020, avec notamment ici le bull run, en fait, la première vague haussière sur Ethereum qui est arrivée quand même bien après le Bitcoin, avant que ça soit rattrapé. Et par la suite, maintenant, on a une corrélation quasi parfaite entre les deux actifs. Donc pour le code ici, justement, j'ai d'abord sélectionné mes datas. Donc mes datas, c'est justement tout mon data frame sur lequel j'utilise .log pour justement potentiellement spécifier une date, hein. Je peux même spécifier par exemple entre deux dates. Donc par exemple, je veux l'année à la fois 2021 et 2022, mais pas l'année 2023. Par exemple, je peux faire ceci, hein, et là, vous voyez qu'on se retrouve depuis l'année 2021 jusqu'à la fin de l'année 2022. Hop, et ici, ensuite, je vais sélectionner mes 2 actifs et je vais tout simplement tracer ces 2 courbes, hein. Donc pour ça, je vais justement, comme on l'a fait tout à l'heure, définir d'abord notre subplot qui va être en quelque sorte initialiser notre graphique. Ensuite, sur le premier axe, donc l'axe AX, vous voyez que j'ai défini ici, je vais donc afficher mes, index, justement en, abscisse ici, qui représentent mes dates et ensuite justement le prix. Donc pour ça, c'est data de asset A, forcément. Donc et ici en couleur bleue, je vais définir également, mes paramètres pour afficher justement ma légende et cetera et cetera et ensuite je vais faire un deuxième axe, justement, comme vous le voyez en commentaire, créer un deuxième axe partageant le même axe X. En effet, je vais créer un axe AX2 qui va être en quelque sorte un deuxième axe X comme on le voit à droite, hein, qui va me permettre justement de faire cet affichage sur 2 axes différents et cette fois je ne vais pas afficher sur AX comme tout à l'heure, mais cette fois sur AX2 qui va représenter mon actif 2 qui est ici l'Ethereum. Ce que je peux vous montrer également, juste ensuite, par exemple, c'est 2 actifs qui sont très peu corrélés, qui sont le XRP et le BCH, sur l'année 2023. Hop, on va refaire depuis 2023 et on va mettre par exemple BCH, hop et XRP.
Et cette fois, on devrait voir un graphique qui change quelque peu. En effet, tout à l'heure, vous voyez qu'on avait 2 lignes qui étaient vraiment collées l'une à l'autre et là, par exemple, sur 2 actifs qui sont moins corrélés, qui sont le Bitcoin Cash et le XRP sur l'année 2023, hein, donc là, on peut remettre, par exemple, sur l'année 2023, afficher, oups, afficher les corrélations. Hop, si on affiche la corrélation du Bitcoin Cash et du XRP sur l'année 2023, vous voyez que c'est la plus faible avec 43 et en effet, on voit pourquoi. Ici, on voit qu'on a une certaine période quand même où on a un peu de corrélation, hein. En effet, même si on regarde notre graphique justement de 2023, de janvier à avril à peu près, on va dire un peu avant avril, mais on va dire, hop, de 2023, 01 par exemple, jusqu'à mars. Si on regarde que cette période, je pense qu'on va avoir une corrélation qui est quand même plutôt élevé entre les 2 actifs, hein. Vous voyez qu'on a quand même un peu plus, on a 54, mais par contre, si on regarde après, hein, notamment justement à partir de mars jusqu'à la fin de nos données, là, on va avoir une corrélation, je pense, qui est très faible. Hop, alors où est-ce que je suis? Ici. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est mettre 0,3 ici et on ne va pas mettre de date de fin pour dire qu'on va aller jusqu'à la fin. Allez, on va même commencer en 0,4. Et ici, vous voyez qu'on a une corrélation qui est quand même bien plus faible. On était, je crois, à pratiquement 50%. Là, on est passé à 37%. En effet, on voit que les cours sont totalement décorrélés et encore plus depuis l'explosion qu'on a eue ici sur le Bitcoin Cash. Petite interruption pour vous rappeler que le meilleur moyen de nous soutenir est de vous abonner à notre chaîne YouTube Crypto Robot et de tout simplement partager cette formation Python pour la finance qu'on vous propose totalement gratuitement à vos proches, aux personnes que vous connaissez qui souhaitent se mettre à la programmation Python et encore plus dans le secteur de la finance qui peut être vraiment un gros atout. Je ne vous embête pas plus longtemps et je vous laisse continuer la vidéo. On va maintenant analyser les rendements par rapport à la volatilité. En effet, en bourse et en finance en général, vous avez sûrement déjà entendu parler de ratio risk-reward. C'est tout simplement le risque par rapport au rendement attendu. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va faire justement avec sur ces 10 crypto-monnaies, pouvoir être capable d'analyser leur risque-reward. Donc pour ça, pour pas prendre trop de temps, je vais récupérer directement tout le code ici que j'ai proposé et je vais vous tout simplement l'expliquer directement. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On va déjà regarder très rapidement le résultat. On voit qu'on a un graphique avec justement en ordonnée les valeurs de volatilité ici, hein, et en abscisse, c'est les valeurs de rendement moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en théorie, là, les meilleurs cryptos possibles qu'on pourrait avoir, ce seraient des cryptos qui ont des très gros rendements moyens, donc le plus à droite possible, et la volatilité la plus faible. C'est-à-dire, plus on est proche du zéro en volatilité, mieux c'est, et plus on est à droite, mieux c'est. Donc l'idéal, ça serait justement d'avoir des points qui se retrouvent ici en bas à droite à peu près, hein. Ici, on voit qu'on n'en a pas, mais qu'on a d'autres points ici, hein, représentés par les différentes crypto-monnaies qui représentent justement, notre couple, on va dire, rendement-risque avec, notamment ici les 3 crypto-monnaies qui me semblent le plus intéressantes quand on les regarde ici, c'est le Bitcoin, l'Ethereum et le BNB. Déjà, le BNB ici, comme on le voit, c'est assez simple, c'est la crypto-monnaie qui a les meilleurs rendements, hein, donc c'est assez intéressant et de plus, c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup de certes beaucoup de volatilité, notamment plus de volatilité que Ethereum et Bitcoin, mais par contre, elle a quand même bien moins de volatilité que plein d'autres crypto-monnaies ici, hein, toutes celles qu'on voit plus au-dessus qui pourtant ont moins de rendement. Donc ici, le BNB semble une crypto-monnaie très intéressante, le TH également avec des très gros rendements et quand même moins, de volatilité et également le Bitcoin. Pourquoi? Car même si ce n'est pas la crypto-monnaie qui a les meilleurs rendements moyens et même si une des crypto-monnaies qui fait partie de celles qui a les plus faibles, en effet, c'est aussi la crypto-monnaie qui a la plus faible volatilité et donc ça, c'est très intéressant car nous, toujours, ce qui va nous intéresser, c'est le couple rendement-risque car forcément, par exemple, si vous avez une crypto-monnaie qui a très peu de risques, mais qui a eu des faibles rendements, mais quand même des rendements corrects, par exemple, on pourrait imaginer des stratégies en mettant ce qu'on appelle du levier pour augmenter notre investissement, même si ce n'est clairement pas ce que je recommande, surtout dans les crypto-monnaies, hein, car ici, on le voit peut-être, mais la volatilité reste très élevée, hein, même sur Bitcoin typiquement, qui est c'est la crypto-monnaie avec le moins de volatilité parmi toutes celles qu'on analyse ici. Donc je vous conseille de faire très attention sur là-dessus, justement, tous les produits dérivés. Mais ce qui est très important à bien comprendre,
comprendre, c'est que ce qui nous intéresse, ce ne sont pas seulement les rendements, c'est le couple rendement-risque qui est toujours la clé, justement, ce qu'on va utiliser, hein. Par exemple, si on parle en France, le livret A rapporte actuellement avec l'inflation et cetera à peu près 3 je crois. Forcément, c'est un rendement assez faible, mais à côté, le risque est vraiment minime. À l'inverse, vous allez voir par exemple l'investissement en actions ou encore plus en crypto, sur lequel vous allez avoir des performances souvent bien plus hautes, mais attention, un risque également bien plus élevé. Donc, comment a-t-on réalisé ce graphique? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ici 2 listes, hein. La première liste qui va représenter justement les rendements, hein, donc mean return list, et la deuxième liste qui va représenter notre volatilité. Ensuite, on a créé une donnée temporaire qui est représentée justement par notre DFPCT, hein. Donc, je vous le rappelle, DFPCT, c'est notre data frame avec toutes nos crypto-monnaies qui représentent l'évolution du prix heure par heure. Et à partir de là, on va pouvoir d'abord, comme on a l'habitude de faire, initialiser notre graphique et ensuite on va parcourir justement toutes nos colonnes de nos données temporaires, hein. Donc données temporaires, si je peux la afficher, c'est justement notre DFPCT, mais sur lequel je peux potentiellement modifier en quelque peu la date. Donc pour ça ici, je vais parcourir mes colonnes. Donc mes colonnes, c'est mes différentes crypto-monnaies et ici, je vais, tout simplement calculer mon mean return qui est, justement en fait la moyenne de, toutes mes, valeurs, hein, donc de toutes mes évolutions de prix. Donc si par exemple, j'ai, plus une valeur plus 2, puis j'ai moins 2, puis j'ai plus 4, puis, j'ai par exemple, moins 1, eh bien si je prends la moyenne, de toutes ces valeurs, on va faire 2 plus 2 plus 4 moins 1 enfin 2 moins 2 plus 4 moins 1 pardon. Donc ça va nous faire 3 en tout qu'on va diviser par le nombre total de valeurs qui est, 4. Donc ici, on aurait par exemple une évolution moyenne de 0,75 et c'est ce que, le point min point entre parenthèses va nous permettre de faire, qu'on va multiplier par 100 ensuite pour ne pas avoir 0,0075 mais avoir directement 0,75. On va faire pareil pour à peu près pareil pour la volatilité avec point STD qui est la mesure de l'écart type. STD, c'est pour Standard Deviation, c'est justement la traduction d'écart type en français et c'est souvent ce qu'on utilise pour mesurer la volatilité. C'est en quelque sorte la moyenne des écarts par rapport au prix moyen. Si je devais définir ça de manière assez grossière, c'est vraiment la moyenne des écarts et là-dessus, ça va nous permettre d'avoir 2 valeurs, le mean return et la volatility et on va ajouter à chaque fois à chacune de ce qu'on appelle ici des séries, hein, c'est vraiment justement une colonne. On va les ajouter dans nos listes et ensuite on va tout simplement, eh bien, afficher, nos listes. Donc pour ça, on va afficher d'abord le texte, hein, donc ce que vous voyez ici, c'est le nom des crypto-monnaies qui va nous permettre ici d'être vraiment efficace sur notre graphique, en remarquant directement quel point est associé à quelle crypto-monnaie et ensuite, on va utiliser le point justement avec AX.scatter. Donc là-dessus, on l'avait vu notamment dans la dernière formation. Mais ici, ce graphique, c'est cette ligne qui est important avec AX.scatter, avec mean return justement, volatility et également les labels ici qui nous permettent d'avoir les petits textes à droite. Ensuite, je vais faire un peu de style en affichant par exemple des grilles, hein. C'est ce que l'on voit ici en gris assez clair. On va ensuite afficher notamment les 2 axes de 0,0 afin d'être encore une fois vraiment avoir un graphique un peu plus joli. Ensuite, on va juste dire d'afficher la légende et d'afficher notre graphique et ça nous donne justement ce petit graphique comme on vient de le voir et on peut encore une fois comme tout à l'heure par exemple regarder que sur l'année 2023 si cela nous intéresse, hein. On voit que sur l'année 2023, la crypto-monnaie qui a eu la meilleure performance a été Bitcoin Cash. Et Bitcoin a eu également une très belle performance, alors que ça reste encore une fois la crypto-monnaie avec la volatilité la plus faible, hein. Donc on voit en tout cas sur la volatilité qu'on a quand même une constance avec Bitcoin, Ethereum et BNB qui semblent être les crypto-monnaies, en tout cas avec la volatilité la plus faible par rapport aux autres. On voit que les rendements, c'est un peu plus disparate en fonction de la période. En effet, par exemple, si je prends 2022, on va avoir sûrement des rendements ici négatifs, hein, vous voyez, car 2022 a été une très mauvaise année sur les crypto-monnaies et on voit encore une fois qu'on a eu cette fois des performances encore un peu différentes avec toujours Bitcoin, BNB et Ethereum cette fois avec un peu plus de volatilité, mais qui reste quand même dans le bas du panier. Lorsque l'on observe ce graphique, il est assez difficile de répondre à la question quelle est la meilleure crypto-monnaie à acheter, car en effet, il n'y a pas de crypto-monnaie qui se démarque totalement. Il y a trois crypto-monnaies qui se démarquent en quelque sorte.
On peut dire qu'il est plus intéressant si on regarde ce graphique, en tout cas sur le passé. Encore une fois, le passé ne prédit pas forcément le futur, mais ici, on peut dire qu'il est plus intéressant, par exemple, d'acheter du BNB que de l'ETC, de l'ADA ou toutes les autres crypto-monnaies. Pourquoi? Car en effet, on a des meilleurs rendements et on a moins de volatilité. Pareil, il est plus intéressant d'acheter ETH que les crypto-monnaies Link, XRP, et cetera. Par contre, il est impossible de dire s'il est plus intéressant d'acheter ETH ou ETC. Pourquoi? Car par exemple, l'ETC ici a un meilleur rendement, mais un peu plus de volatilité. À l'inverse, Ethereum a un peu moins de rendement et un peu moins de volatilité. Pour ce faire, il existe justement des ratios qui vont nous permettre justement de calculer directement ce ratio risk-reward et notamment un très connu est le Sharpe ratio et on va le calculer ensemble. Donc pour ça, on va tout de suite commencer par justement définir nos données temporaires, encore une fois, qu'on va parcourir ici et pour chacune de ces valeurs, on va calculer notre Sharpe ratio, hop, qui va être égal à notre au nombre de valeurs par an. Donc pour ça, on va par exemple faire df de BTC par exemple sur une année complète on va prendre 2022 et on va afficher la taille de celui-ci. Donc on voit que sur l'année 22, 2022, on a mis 8760 valeurs, hein. Ça veut dire qu'en théorie, devrait y avoir à peu près 8760 heures par an. Donc pour ça aussi, on peut faire le calcul de manière assez simple en disant qu'on a tout simplement 24 heures par jour fois 365 et on va tout simplement afficher ce résultat et on voit qu'on tombe sur la même chose, hein, 8760. Donc d'ailleurs, c'est quelque chose aussi d'assez rassurant de vérifier que toutes les heures sont présentes dans notre data frame. Donc pour ce faire, le Sharpe ratio, donc pourquoi je calcule ça? C'est que le Sharpe ratio, on doit le multiplier justement par rapport au nombre de valeurs que l'on a par an. C'est ce qu'on appelle le Sharpe ratio annualisé. Et pour ça, on va justement multiplier du coup nos 8760 à la racine carrée, on va faire la racine carrée de 8760. Encore une fois, ça c'est une formule que vous pouvez retrouver, directement par exemple sur notre site, hein. Ici, vous voyez que c'est la racine carrée du nombre de périodes fois la moyenne divisée par l'écart type. Donc pour ce faire, donc on va faire la racine carrée. Donc la racine carrée, c'est également à la puissance 0,5. Donc là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail mathématique, mais vous pouvez en Python faire les puissances. Je ne sais pas si on l'a déjà montré. Pour faire des puissances, c'est les doubles étoiles comme ça. Vous pouvez par exemple mettre au carré en faisant puissance 2. Mais si vous voulez mettre justement la racine carrée, ce n'est pas puissance 2 qu'il faudra faire, c'est cette fois puissance, on va dire plutôt 1 divisé par 2. Et ça va nous permettre de faire la racine carrée. On pourrait par exemple également faire la racine cubique, donc avec 1 divisé par 3 par exemple. Donc revenons-en à nos moutons. Ici, on va faire 8760 à la racine carrée qu'on va multiplier par justement nos rendements. Donc pour ça, on va faire temp data de col ici. Point mine, tout simplement, hein. Donc c'est nos revenus moyens. Encore une fois, je suis encore sur DFPCT, hein, donc c'est très important de dire que c'est nos revenus moyens divisés par notre volatilité moyenne qui est notre écart type. Donc pour ça, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas mine, c'est .std. Et ici, par exemple, ce que je peux faire, c'est afficher pour chaque crypto le Sharpe ratio associé. Le Sharpe ratio se situe en général à peu près autour de 1 et là, c'est ce qu'on remarque. Ici, on voit qu'on a pour toutes nos cryptos le Sharpe ratio. En général, ce qu'on dit, c'est que le Sharpe ratio est un bon Sharpe ratio lorsqu'il est au-dessus de 1. Entre 0 et 1, ce qu'on dit, c'est que le risque ne vaut pas la chandelle en quelque sorte, c'est-à-dire que on n'a pas assez de rendement espéré par rapport au risque attendu et s'il est en dessous de 0, là, c'est vraiment un mauvais Sharpe ratio, c'est-à-dire que dans tous les cas, la stratégie n'a pas des rendements positifs et donc la stratégie n'est pas intéressante. Ici, on peut voir justement nos différentes crypto-monnaies. On remarque notamment que le meilleur Sharpe ratio qu'on a ici est le BNB avec 1,28, hein. En effet, c'est ce qu'on pouvait remarquer à peu près dans ces graphiques, hein. Forcément, le BNB était la crypto avec le meilleur rendement et de plus, elle avait une volatilité plutôt intéressante quand même quand on la comparait aux autres crypto-monnaies. On voit qu'on a également justement Ethereum qui est également très bien placé avec 1,24 et d'autres crypto-monnaies comme ADA qui ne s'en sort pas trop mal, 1,06, hein. Vous voyez qu'ADA a des
des très bons rendements et a également un peu moins de volatilité que, ceux qui ont le plus de volatilité comme Link ETC et donc là, à partir de ça, on a vraiment tous les Sharp ratios qui nous donnent directement sur la période, calculée, hein. Donc ici, c'est sur toute l'année depuis, nos premières données, donc depuis fin 2019. On pourrait également le calculer que sur l'année 2022-2023 par exemple et cetera. Mais il nous faut en tout cas au moins un an d'historique, ça c'est assez important à prendre en compte. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est réaliser un petit graphique. Pour ça, je vais reprendre directement le code, hein. Par exemple, ici, hop, on va tout simplement faire à peu près les mêmes choses qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire qu'on va d'abord définir une liste vide de nos Sharp ratios. À chaque fois, on va ajouter notre Sharp ratio à notre liste, à chaque fois qu'on le calcule, hein, donc c'est la même formule que vu précédemment. Et ensuite, à partir de là, eh bien, on va pouvoir tout simplement afficher justement via un graphique, via des barres, via un graphique de type barre, justement, barre H pour barre horizontale, justement, notre Sharp ratio. En effet, hein, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement rajouté, hop, on a créé un nouveau data frame qui s'appelle DF de Sharp, qui représente justement pour chacune des crypto-monnaies notre Sharp ratio. Ça nous permet notamment justement, comme ici, de le classer par ordre du plus petit au plus grand. Ici, je vais classer même ensuite plutôt du plus grand au plus petit et on voit du coup, hein, forcément ici notre BNB qui se retrouve premier, notre TH, et cetera, notre Bitcoin qui n'est pas trop mal classé également et on voit que la crypto-monnaie qui a le moins bon Sharp ratio, donc qui a le moins bon rendement risque, c'est le Bitcoin Cash. Enfin, une autre analyse intéressante pourrait être l'analyse du drawdown. Le drawdown, c'est la perte maximale d'un actif au cours du temps et grâce à justement Pandas, il est très simple de la calculer. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va définir une variable qu'on va appeler par exemple running max qui va définir notre prix maximum au cours du temps. Donc pour ça, on va par exemple le faire sur BTC, hein. Donc si j'affiche mon DF ici, on va avoir notre BTC, vous voyez, qui commence ici à 7400 et qui finit à 30 000. Et on va faire donc running max qui va être égal à DF de BTC ici, point comme max. Donc pour cela, qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher la valeur maximum cumulative. Donc en effet, ça ne vous parle peut-être pas quand je vous le dis comme ça, mais on va afficher ça tout de suite. Donc ici, on voit forcément que ça va prendre 7478 car ici, c'est la valeur la plus haute jamais connue. Ensuite, ça va prendre 7479 parce que forcément, ça devient la valeur la plus haute jamais connue. Ensuite, vous voyez qu'après, on passe en dessous 7479 et donc on va rester sur 7479. Et ici, par exemple, aujourd'hui, nos dernières valeurs les plus hautes, c'est 68 633 qui était la valeur maximum du Bitcoin. En effet, hein, on peut regarder si cela correspond bien à la valeur maximum en faisant df de btc.max, hein. Vous voyez, c'est bien les 68 633,69 qu'on retrouve ici. Et ça va nous permettre de calculer le drawdown. Car pour le drawdown, maintenant, il nous suffit de tout simplement comparer notre valeur du Bitcoin, hein, notre prix, hein, tout simplement, moins notre justement running max ici, qui est la valeur la plus haute qu'on a jamais connue historiquement. Et ensuite, on va tout simplement diviser, si on souhaite avoir notre drawdown en pourcentage, par notre valeur running max. Et ici, on se retrouve justement avec drawdown qui ici forcément au début, vous voyez, était de 0% car forcément on faisait des plus hauts de plus en plus haut. Et ensuite, on a commencé à baisser et par exemple, actuellement, on a un drawdown de 55%. Là encore, vous avez peut-être pas encore très bien compris ce à quoi cela correspond. Et bien pour ça, il suffit de réaliser un petit graphique tout simplement en une petite seconde, hein. Vous voyez qu'on va faire un graphique un peu plus beau juste ensuite, mais là, vous voyez la courbe du coup du drawdown. En effet, on voit très bien par exemple le crash Covid, hein. Ici, donc en abscisse no date et en ordonnée la valeur perdue depuis le dernier plus haut du Bitcoin. Donc on peut voir notamment le crash Covid où on a eu un drawdown à pratiquement moins 60%. Et ici, le dernier marché qui a été très baissier, vous voyez qu'on est descendu jusqu'à pratiquement, je pense, au moins 75% à peu près de pertes. Pour cela, on peut par exemple afficher pour avoir la valeur exacte Jordan.max, enfin non, pas .max, .min plutôt, car on est en valeur négative. Ah, je me suis trompé de bouton. Voilà, on voit on a eu pratiquement au moins 77%, c'est-à-dire qu'entre le plus haut historique et le plus bas, eh bien, on a eu 77% de pertes. Et ça, hein, forcément, on aurait pu le calculer d'une autre manière, tout simplement, hein, en faisant notre df de BTC.
min moins alors hop, moins notre max divisé par notre max. Hop, donc je mon max ici, tout ça entre parenthèses et on devrait retomber sur nos, moins 0,77. Alors pardon, je me suis un peu trompé, c'est plutôt moins max ici et point min ici. Enfin, encore une fois, on peut tout simplement, comme les dernières fois, calculer par exemple ces drawdowns et les comparer sur 2 actifs avec, justement un graphique potentiellement. Cette fois, normalement, nous n'avons pas besoin de changer d'échelle car on a les, mêmes échelles. Mais ici, si vous voulez voir par exemple le drawdown de Bitcoin et d'Ethereum, on voit que Ethereum a souvent un peu plus de drawdown que Bitcoin. En effet, un Bitcoin est en bleu et Ethereum est en orange et vous voyez que souvent le drawdown de Ethereum descend souvent un peu plus que Bitcoin, mais comme on le voit et comme on l'a vu sur la corrélation, les drawdowns sont également très corrélés entre eux. Vous voyez que les baisses sont souvent subies au même moment et ça, c'est une information qui est quand même assez importante, de suivre, et qui est très important, notamment si vous voulez, par exemple, créer vos propres stratégies de trading sur lesquelles ça va être très important de voir quand est-ce que les actifs perdent de la valeur et est-ce qu'ils perdent de la valeur en même temps. Car forcément, si j'ai une stratégie sur Bitcoin et une stratégie sur Ethereum, eh bien, on le voit que les 2 actifs vont perdre de la valeur en même temps, donc potentiellement que votre stratégie va également perdre, en même temps, que ce soit sur Bitcoin et Ethereum. Ce qui est peut-être moins le cas sur, d'autres actifs, hein, je ne sais pas, je n'ai pas du tout fait le test, mais si je prends justement XRP, on va peut-être avoir un profil, voilà, un peu différent avec encore une fois un Bitcoin qui est un peu ou qui subit un peu moins de pertes que XRP. On voit que XRP est descendu en dessous les moins 80. Cette séance était en quelque sorte un exercice d'application en elle-même. Mais ce que je vous invite vraiment, et pour la première fois ici depuis le début, on ne va pas vous proposer des questions exactement. On vous a proposé à la limite un exemple qui était de transformer un peu le graphique qu'on a vu juste ici. Au lieu de diviser par la volatilité, eh bien on pourrait diviser par le drawdown que l'on vient de voir justement comment le calculer. Mais ici, ce que je vous invite vraiment à faire maintenant, c'est faire vos propres analyses, utiliser potentiellement vos propres données pour tout simplement créer des graphiques sur mesure. Ici, je vous ai parlé de beaucoup de choses qui sont les rendements, la volatilité, le drawdown. Toutes ces informations, vous pouvez les voir de plusieurs manières. Vous pouvez les comparer entre les différentes crypto-monnaies. Ici, par exemple, une autre idée pourrait être de justement afficher la corrélation des drawdowns entre les différentes crypto-monnaies, car comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est très important, pratiquement aussi important, voire plus important que la corrélation des rendements en tant que tel. Et donc là-dessus, ça peut être aussi une très bonne idée de s'orienter vers ça. Enfin, le but ici vraiment, c'est que vous avez énormément de matière, je pense, pour tout simplement réaliser vos propres graphiques, vos propres envies. Et c'est vraiment le plus important car c'est le seul moyen de progresser. Car en effet, regardez ici les vidéos comme vous êtes en train de le faire, j'espère. Et je vous remercie si vous êtes toujours là à suivre cette vidéo, cette formation que l'on dispense totalement gratuitement. Mais le but est vraiment de rentrer dans la pratique, de faire des cas concrets d'utilisation afin que vous puissiez vraiment progresser au fur et à mesure, car sinon la programmation, eh bien, cela risque d'être assez compliqué si vous ne faites que regarder. Il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut tester des choses, il faut tout simplement essayer d'aller chercher toujours un peu plus loin que ce qu'on vous propose, c'est-à-dire aller chercher sur internet comment faire d'autres possibilités. ChatGPT est aujourd'hui un super assistant de programmation pour vous aider à tout simplement résoudre tous vos problèmes. Donc aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas se lancer aujourd'hui à fond dans la programmation Python afin de pouvoir l'utiliser le plus possible pour automatiser tous vos secteurs de vie et notamment aujourd'hui ce à quoi on s'attaque, la finance et les données en général. Depuis plusieurs séances, nous avons vu pas mal l'utilisation de data avec notamment, je ne suis jamais trop rentré en détail, mais à la prochaine séance, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment d'analyser ensemble justement comment on peut manipuler les dates, faire justement des regroupements par date ou des choses comme ça, afin de vraiment pouvoir les utiliser, car c'est une notion vraiment hyper importante dans la finance où pratiquement la plupart des données sont datées dans le temps et donc on va être amené à en manipuler énormément. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine.